tu vois, on avait plein d'atouts, mais à la fin, tous ces atouts-là, en fait, ils valent zéro si tu délivres pas la perf que tu es censé faire. Bonjour et bienvenue dans le 6e épisode de Quel est ton levier. J'ai l'énorme plaisir de vous présenter un nouvel épisode avec Gauthier de Labrousse-Mailloux, qui est le CEO et cofondateur de l'entreprise Iroko. Hello Gauthier, donc tu es le cofondateur et CEO actuellement de Iroko. Je suis ravi de te recevoir ici parce que Iroko a beaucoup fait parler de lui ou de elle ces dernières, ces dernières années. Aujourd'hui, vous avez plus de 200 millions sous gestion. Vous développez rapidement parce que vous avez plus de 45 collaborateurs. Vous avez surtout les meilleurs rentables du marché et vous distributez ce marché financier historique avec des produits innovants à la fois en termes de biens et de tech. Est-ce que pour démarrer, tu peux te présenter un petit peu ton parcours et aujourd'hui et présenter Iroko surtout? Avec grand plaisir. Déjà, merci de me recevoir, Étienne. Moi, je m'appelle Gauthier de Labrousse-Mailloux, j'ai 36 ans. J'ai commencé ma carrière en conseil. J'ai fait 5 ans de conseil avec des missions hyper variées où j'ai travaillé pour plutôt des grosses boîtes. Et c'était hyper intéressant au début d'être plutôt junior dans les équipes seniors, d'apprendre plein de choses et d'apprendre surtout toutes les bases de comment une boîte fonctionne, comment elle est organisée, comment elle est rentable, comment elle adresse son marché. Moi, quand je suis sorti d'école, j'étais pas très pertinent, notamment tu vois, sur toute la partie modèle économique d'une entreprise. Ouais. Et là, c'est vrai que ça ouvre énormément les yeux. Et après, j'ai une deuxième étape où on s'est rencontrés, Effilab, où j'ai rejoint deux amis, Louis et Olivier, qui avaient monté Effilab, une agence de marketing digital, qui faisait de la pub sur AdWords principalement, mais aussi sur Facebook, Instagram, LinkedIn, etc. Et du coup, Effilab, pour moi, c'était une grosse immersion, à la fois dans une petite société, parce qu'on était une quinzaine, et dans un monde un peu nouveau pour moi, de l'acquisition digitale pour des marques. Donc c'était hyper intéressant, parce qu'on gérait à la fois des très grands comptes, on gérait L'Oréal, on gérait Le Bon Coin, on gérait Corsica Ferries, et on gérait aussi plein de plus petites boîtes, avec à chaque fois des logiques d'acquisition qui étaient différentes. Donc c'était hyper intéressant de découvrir ça, de comprendre ça. C'est aussi le moment où plein de boîtes pouvaient se lancer parce que d'un coup, il n'y avait plus besoin d'avoir pignon sur rue. Il suffisait de faire 3 campagnes, même pour adresser un nouveau pays. Donc il y a plein de gens aussi qui ont tenté des trucs et c'était sympa de le faire avec leur argent et de tester ça tranquillement. Moi, j'ai appris plein de choses qu'après, on a réutilisées pour Iroko. Et Iroko, c'est né après Effilab qu'on a revendu au groupe Solocal. Et du coup, quand on était chez Effilab, on avait quelques clients qui travaillaient dans le monde de l'épargne. Et quand on est devenu épargnant à notre tour, on a voulu épargner plutôt en immobilier parce que c'est safe, ou en tout cas c'est considéré comme safe. Et la pierre, c'est quand même un réflexe assez facile. Et quand on a vu un peu les solutions d'épargne qui existaient, on n'a pas été hyper convaincus. Du coup, on a fait un peu les fous, on l'a fait nous-mêmes avec Olivier et avec Charles qui nous a rejoints. Et on a acheté des entrepôts autour de Paris, tous les 4. En fait, l'idée elle est hyper simple, on s'est juste dit, on fait de la pub pour des e-commerçants, ils font un carnage sur Internet, ils ont besoin d'entrepôts. Nous, on a des bureaux, il n'y a personne qui veut venir dedans. Donc si on doit acheter un truc, achetons plutôt des entrepôts. Et c'est une époque où les entrepôts, c'était pas encore très cher, il n'y a pas encore grand monde qui s'y intéressait. Et petit à petit, on a rencontré beaucoup de monde, on a structuré toute une approche avec de la dette, avec des banques, avec des brokers, avec du sourcing, et aussi une capacité à appréhender un bien dans son marché, les travaux qu'on peut faire, la valeur qu'on peut apporter. Et on a fait ça pendant quelques années et on y a pris beaucoup de plaisir. Après, on s'est heurté à 2 choses. La première, c'est qu'on faisait ça tous les 4. Du coup, nous, nos poches n'étaient pas infinies. Et le deuxième sujet, c'est que c'était sympa de faire ça tous les 4. Mais quand on a quitté Effilab, on avait envie de se relancer. Et du coup, on a fait un enfant entre Effilab et cette aventure immobilière qui s'appelle Iroko et qui réutilise à la fois tout ce qu'on a appris en immobilier et tout ce qu'on a appris sur le digital, la pub et la tech aussi. Et Iroko, du coup, c'est une fintech de l'épargne qui a un agrément de société de gestion qu'on allait chercher auprès de l'autorité des marchés financiers et qui nous permet de gérer l'épargne. Et on a un premier produit d'épargne qui s'appelle Iroko Zen, qui est une SCPI et qui a 3 grandes particularités. La première, c'est qu'elle n'a pas de frais d'entrée. La deuxième, c'est qu'elle a un label ISR. Et la troisième, c'est qu'elle est 100% digitale. Et aujourd'hui, effectivement, elle s'est bien lancée. On a à peu près 200 millions sous gestion, plus de 4500 épargnants qui nous ont fait confiance. On a une acquisition qui est simple, c'est-à-dire qu'on a à la fois
tout un volet B2B où on travaille avec plus de 300 partenaires, conseillers en gestion de patrimoine, avec des banquiers, avec des assureurs qui placent l'argent de leurs clients. Et après, c'était aussi le projet d'Iroko de dire tout le monde n'a pas un conseiller en gestion de patrimoine et on voulait aussi que ces gens-là puissent investir. Ce n'est pas les mêmes profils, c'est souvent des gens aussi plus jeunes avec des paniers plus faibles. Mais nous, on avait vraiment envie de faire une plateforme qui soit accessible. Et c'est aussi la magie du digital, c'est qu'on n'a pas besoin de choisir. Du coup, on a créé un SaaS pour nos partenaires et des parcours assez classiques avec des tableaux de bord pour nos épargnants. Tout le back-office qui va avec pour automatiser ça. Et du coup, ça fait une boîte qui est assez rigolote. En tout cas pour moi à gérer, parce qu'il y a à la fois des gens qui gèrent de l'épargne, des épargnants et de l'immobilier. Et tu vois, on fait de l'immobilier en Irlande, aux Pays-Bas, en Espagne, en France, en Allemagne. Du coup, c'est hyper intéressant, même intellectuellement, de voir ce qu'on achète dans tous ces marchés. Ouais, parce que j'imagine qu'il y a des caractéristiques aussi différentes en fonction des marchés, des biens différents, des rentas différentes. Clairement. Tu vois, on achète des commerces, on achète des bureaux et on achète des entrepôts. Et là, typiquement, il y a une crise du crédit. Donc les taux de crédit ont augmenté, du coup il y a eu moins de personnes qui pouvaient acheter, mais les prix en France se sont vachement maintenus, alors qu'en Irlande et en Espagne, ils ont baissé un peu plus rapidement. Du coup, nous typiquement, on a pu arbitrer et aller plus en Irlande et en Espagne. Et c'est le genre de choses, moi, que j'adore faire, et deux, c'est aussi pour ça qu'on a construit Iroko, c'est que nous, on est les premiers épargnants d'Iroko. Autant te dire qu'on n'est pas là pour gérer de manière passive l'épargne qu'on nous confie. C'est quand même quelque chose qui est un peu particulier, tu vois. Se mettre en position de gérer l'épargne de quelqu'un d'autre, il y a intérêt à délivrer. Et quand on s'est lancé, tu vois, on a beaucoup réfléchi avec mes associés à qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour être serein. Et la première chose, c'était d'aligner les frais pour que nous, on n'ait pas l'impression, en proposant typiquement à nos parents de venir, de leur prendre 10% de frais d'entrée pour pas grand-chose, et surtout d'être alignés et d'être droit dans nos bottes. Et c'est pour ça qu'on a bien la niaque pour faire ça et je pense que ça explique pas mal le succès qu'on a eu. Après, je voulais revenir un tout petit peu sur votre démarrage sur l'immobilier parce que c'est quand même un investissement qui est relativement lourd. Il y a de la dette, il y a des montages fiscaux, il y a du sourcing de biens, c'est des opérations qui peuvent prendre du temps. Comment est-ce que… il faut quand même être serein pour y aller, se dire ok, j'achète cet entrepôt alors qu'au début, vous aviez peut-être pas encore de clients. Est-ce que, en fait, finalement, c'est peut-être un blocage que beaucoup de gens font sur l'immobilier également, parce que finalement, de toute façon, on a un bien, il a une valeur, quoi qu'il arrive, et en fait, on se fait des nœuds au cerveau, ou en tout cas, on n'y va peut-être pas assez fortement parce que on pense à la dette, alors que finalement, on a un actif en fait en soi. Un actif en face. Je suis hyper d'accord là-dessus. Du coup, il y a deux choses. La première, c'est le premier. On s'est pissé dessus. Et point à la ligne, tu vois. Les sommes, elles étaient énormes. On se disait, mais attends, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire là? C'était pas du tout notre métier, etc. Mais on était hyper bien accompagnés. Et du coup, on a pu compter sur beaucoup de bienveillance de pas mal de gens. Et il y a quand même le banquier qui aide énormément parce que le jour où il octroie sa dette, en fait, il valide le dossier. Et en fait, il analyse plein de choses. Il analyse le locataire, il analyse le bien, etc. Et, on ne sait pas trop parfois ce qu'ils analysent d'ailleurs, mais… Ouais, mais du coup, on avait un banquier qui nous a plutôt montré l'envers du décor et on a eu accès à toutes leurs analyses préalables, etc. Et du coup, ça nous a bien rassurés. Donc, une fois qu'on a fait le premier, après, nous, on s'est considéré comme un peu dépucelés et c'était assez facile petit à petit de faire les choses. La deuxième chose, c'est qu'en fait, hyper vite, on a fait venir Charles Duclerc, qui était lui un pro limo, et qui avait fait ça dès sa sortie d'école et qui bossait pour des gros institutionnels à Londres. Tu vois, c'est lui qui déployait pour Norges en Europe, Norges Bank, beaucoup de leurs fonds en immobilier. Et du coup, on a vu la différence entre ce qu'on faisait et ce qu'il faisait. Et c'était beaucoup plus pro et du coup beaucoup plus rassurant. Mais il y a clairement un sujet de bien s'entourer. Et après, pour Iroko, en fait, ça fait partie des grosses barrières à l'entrée. Quand tu crées une société de gestion, c'est que tu dois avoir 2 millions d'euros de seed money pour le début de la SCPI, parce que sinon tu ne peux pas la lancer. Du coup, nous, c'était notre commitment quand on a créé Iroko, et c'était hyper important pour nous d'être alignés. Et du coup, tu vois, on a acheté un bureau à Reims loué à Pôle emploi avec un enfant ferme et une crèche louée à Chouette Crèche à Pantin. Et après, on a acheté un petit supermarché en Espagne loué à Dia. Et tu vois, on a fait des petites tailles sereines avec des beaux lots et des locataires sur lesquels on était hyper sereins. Parce que évidemment, les premiers, c'est impossible de se planter. Et nous, on savait qu'en arrivant, tu vois, on était la 202e SCPI à se monter. Clairement, c'est cool d'avoir des versements mensuels de dividendes, d'avoir un truc 100% digital, d'avoir une stratégie immobilière qui
qui est diversifié, où tu surpondères un peu les entrepôts de la logistique. Tu vois, on avait plein d'atouts, mais à la fin, tous ces atouts-là, en fait, ils valent zéro si tu ne délivres pas la perf que tu es censé faire. Et c'est pour ça qu'on s'est bien acharné, qu'on était hyper content l'année dernière d'avoir la meilleure performance du marché de 7,10%. Ce qui est énorme en fait dans le contexte des SCPI, parce que si je prends même des très grosses banques, sur leur SCPI, ils affichent des 4%, même pas. Le marché, il est un peu au-dessus de 4%, et après, en échange, c'est des gens qui ont des centaines de biens, et du coup, et des parcs qui sont beaucoup plus vieux. Moi, je considère que c'est un énorme atout de démarrer en 2020, parce que tu crées une SCPI post-Covid, tu dépondères les bureaux, c'est-à-dire que nos concurrents, ils ont plutôt 80% de bureaux, et nous, on a beaucoup moins de bureaux, on a plus de logistique, plus de food, plus de commerces locaux. Après, c'est le début, et nous, on est là pour construire la performance sur le long terme, donc tu vois, on va pas s'en gargariser. Après, on est hyper content, on est plutôt en train de réitérer la performance cette année. Mais tu vois, on a créé Iroko Iroko est immatriculé pour 99 ans. Donc on est plutôt là pour du long terme. Et après, tu vois, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Il peut arriver plein de choses, mais c'est sûr que tu as un sous-jacent. On est diversifié sur 5 pays, plusieurs typologies, une cinquantaine de locataires. Donc c'est plutôt sympa. Mais c'était sûr que si on n'avait pas ça, c'était impossible de démarrer. Et quand on a cherché à lever des fonds, on avait un bon track record personnel d'entrepreneur. On avait prouvé qu'on était hyper engagé dans le projet en mettant le seed, mais ça a été l'énorme sujet chez beaucoup de VC au début de dire, en fait, on prend un double risque avec vous, on prend un risque d'exécution et un risque de performance immobilière. Et il y a pas mal de fonds qui n'étaient pas prêts à prendre ce risque-là. Sinon, Eurazeo l'a fait. Et du coup, on était hyper content d'avoir Eurazeo à nos côtés, à la fois pour rassurer des épargnants et à la fois pour lancer le marketing. Fortement juste après le Covid en 2020 en disant qu'il y avait beaucoup d'épargne mais qu'on n'avait pas les attributs. Tu vois, quand tu n'es pas BNP et que tu n'as pas des conseillers sur le terrain, quand tu n'es pas Allianz avec des boutiques partout, quand tu n'as pas un réseau intégré, c'est quand même compliqué de se lancer. Et c'est là où il y a la magie de la presse, d'Internet et de tous les leviers d'acquisition qu'on connaît. Mais vous avez été volontairement également sur un business qui est beaucoup plus intensif en capital, de part aussi d'expériences précédentes que vous aviez eues, en vous disant ok, là, on n'est pas sur une campagne qui peut être coupée du jour au lendemain, on est sur des biens, des baux de long terme. Et il y a aussi ça dans le modèle d'affaires, vous avez vachement cherché à… On a vachement changé. Après, il y avait plusieurs choses. Le premier, c'est qu'avec Effilab, on avait un modèle qui n'était pas scalable. En tout cas, nous, on n'avait pas trouvé comment le scaler. Il y en a qui arrivent à le faire beaucoup mieux que nous, et t'en es le meilleur exemple, je pense. Il s'avère que, en revanche, grâce à ça, on avait appris plein de choses. Et on s'est dit qu'on pouvait le réutiliser sur un modèle économique qui était un peu plus long terme. Tu vois, Iroko, on a beaucoup de gens qui me disent « mais qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez le vendre, pas le vendre, etc. » Nous, en fait, aujourd'hui, il n'y a aucun débat. C'est-à-dire que le marché, il est énorme, le business, il est récurrent. Et du coup, c'est hyper intéressant intellectuellement de construire en fil rouge quelque chose de long terme sur ce modèle-là. Et tu vois, moi, je suis hyper engagé. Et tu vois, si je peux en faire une boîte familiale et transmettre à mes enfants, je serais comme un dingue, quoi. Parce que vos actifs ne disparaîtront pas du jour au lendemain. Il y a effectivement un travail peut-être de votre côté de revoir et de réassess en fait les biens qui sont les plus performants, j'imagine, dans votre portefeuille au fur et à mesure. Ouais, et de les faire tourner. C'est-à-dire que, tu vois, nous aujourd'hui, on a vocation à faire des travaux. C'est-à-dire qu'on est engagé, on a un label d'investissement socialement responsable, et au-delà du label, nous, l'idée, c'est d'investir dans la rénovation énergétique des biens. Et on le voit, tu vois, là, il y a des études qui sortent. En gros, un bien qui a une mauvaise performance, il peut avoir une décote, une mauvaise performance énergétique. Il peut avoir des décotes de 20, 25, 30, 35%. Et tu vois même en résidentiel, là, tous les gens qui ont des biens qu'ils voudraient louer et qui ont des notes qui sont inférieures à G, ils ne peuvent plus les louer et ainsi de suite, et ça va monter. Tout le parc parisien, typiquement, sur le clairement, Et du coup, là, tu vas sur Le Bon Coin, tu vas sur SoLoger, tu vois plein de 2 pièces, 3 pièces à vendre, parce qu'en fait, c'est des propriétaires qui ne veulent pas faire des travaux et qui les vendent. Et plutôt avec des décotes, c'est la même chose pour l'immobilier d'entreprise, parce qu'en fait, aujourd'hui, les locataires, ils ne veulent plus aller dans des bâtiments où le coût de l'énergie n'est pas rationalisé, n'est pas optimisé. Et en fait, la différence entre un bâtiment qui est bien géré, qui est optimisé et qui est plutôt au dernier standard, c'est du simple au double, quoi.
Et du coup, quand tu as un business qui est, tu vois, typiquement, tu as un Picard, bon, tu es plutôt là pour avoir quelque chose de très optimisé. Tu as un supermarché que d'avoir des fuites énergétiques partout. Et du coup, nous, on fait des travaux, on est content de les faire. Après, il y a quand même un moment où nous, c'est important aussi d'acter la prise de valeur pour augmenter le prix de départ. Et du coup, l'objectif, c'est à peu près tous les 6, 7, 8 ans de faire tourner le patrimoine et de vendre pour cristalliser des plus-values et les rendre à nos épargnants. Et c'est aussi pour ça qu'on a un horizon d'investissement conseillé de 8 ans aujourd'hui. Ça correspond à peu près au temps dont on a besoin pour acheter, valoriser et revendre. Et paradoxalement, en fait, dans l'immobilier, c'est quand même des cycles de 7 ans, mais vous êtes quand même sur cette innovation constante sur ce que le marché veut en termes de typologie de biens, en termes de besoins, en termes justement d'énergie. Donc en fait, est-ce que tu dirais que vous allez également sur, vous voyez une tendance immobilière, vous allez la creuser, que ce soit un pays, que ce soit un type de bien, que ce soit une surface, que ce soit un usage. Tu vois, typiquement, on entend aujourd'hui parler des dark kitchens, des choses comme ça. Est-ce que c'est des choses où vous seriez capable d'y aller Nous, aujourd'hui, on est ultra rationnel. C'est-à-dire qu'on peut tout faire. Tu vois, il y a 6 mois, on a reçu beaucoup de dossiers de dark store à Paris. Et on n'a pas voulu les faire parce qu'on considérait que les locataires n'étaient pas assez solides. Et on voyait le burn de ces boîtes-là. On s'est dit, non, en fait, on ne les veut pas en locataire parce que même si elles ont levé beaucoup, elles dépensent beaucoup. Et après, il y a tu vois, la question que tu poses, c'est la question qu'on s'est posée en créant Iroko sur la sérénité des équipes et une sérénité par rapport aux épargnants. En fait, si tu fais que de l'entrepôt à Paris, s'il y a un événement, Black Swan ou pas, en fait, tu peux avoir un problème. Si tu fais que du commerce et qu'il y a le Covid, tu as des problèmes. Si tu fais que du tourisme et qu'il y a le Covid, tu as des problèmes. Tu vois, chaque SCPI, elle a un peu sa personnalité. Il y en a qui faisaient ça, que du tourisme, que du commerce, que de l'entrepôt, etc. Et nous, on s'est dit 2 choses. La première, c'est que pour dormir sereinement, pour dormir tranquille, on était content d'être diversifié. Et la deuxième, c'est qu'on voulait être opportuniste. C'est-à-dire que si toi, tu te dis et t'écris, je vais faire que de l'entrepôt, en fait, tu es forcé de faire que de l'entrepôt. Tu vas passer un hôtel, tu vas passer un commerce, tu vas passer un bureau qui est une opportunité parce que tu considères que le truc est bien, mais qu'il n'est pas bien pricé. Et ça arrive, l'immobilier, c'est vraiment pas un marché pur et parfait. Et bien, tu ne peux pas les prendre. Et du coup, on est vraiment content de se dire, on fait un truc diversifié, on achète un peu de tout, dans tous les pays. Et du coup, on se permet aussi d'avoir accès à un deal flow qui est beaucoup plus grand. Pourquoi on allait en Irlande, pourquoi on allait aux Pays-Bas, pourquoi on est en Allemagne? En fait, c'est pour augmenter le deal flow. Aujourd'hui, tu vois, quand on achetait 30 millions d'euros d'immobilier l'année dernière, franchement, on est resté concentré sur la France. On a ouvert calmement l'Espagne, mais ce n'était pas nécessaire. Le marché immobilier français, c'est déjà des milliards de transactions. Avec 30 millions, t'es personne. Tu peux faire un picking hyper agressif. Et tu vois, je crois qu'on a fait calcul, on avait vu pour à peu près 700 millions d'euros de dossiers, on a acheté 30. Oui, tu fais des bonnes affaires, oui, tu fais une bonne performance, mais entre guillemets, c'est normal. Cette année, on achète 200 millions d'euros d'immobilier. Déjà, tu vois, tu montes un peu d'un cran, tu es content de commencer à sourcer un peu à droite à gauche. Tu vois aussi que dans certains pays, il y a des contextes économiques qui se répercutent plus ou moins vite. Et du coup, là, on est dans 5 pays, et avec ça, on a accès à un marché où même si demain, on collecte beaucoup plus, et du coup, on doit déployer beaucoup plus, on arrivera avec le deal flow qu'on a à déployer. Mais moi, je considère que c'est quand même hyper important dans l'épargne d'être diversifié. Et du coup, c'était important de permettre à nos épargnants d'être diversifiés dans 5 pays, sur toutes les typologies d'actifs, sur des crèches, sur on a acheté une clinique, etc. C'est rassurant pour tout le monde. Donc je voulais creuser un petit peu plus dans les stratégies de go-to-market que vous avez utilisées au démarrage et aujourd'hui. En fait, c'est assez rassuré parce que vous avez travaillé justement sur cet agrément, vous avez pris du temps à constituer vos actifs et aujourd'hui à déployer vos offres et votre offre Iroko Zen. Comment est-ce que la stratégie a évolué au fil de ces années et est-ce que tu as un petit peu des insights sur en fait, comment convaincre aussi des épargnants, parce que tu es sur un sujet financier, forcément qui touche en fait, à l'épargne future de ces familles. Donc, quelle était un petit peu votre stratégie par rapport à ça? Est-ce que tu as des bonnes pratiques pour des produits qui sont similaires en fait en termes de caractéristiques? Écoute, carrément, on a vu vraiment beaucoup de stratégies d'acquisition. On a vu des gros bourrins arriver, dépenser des millions. On a vu des gens y aller calmement. On a vu plein de stratégies intermédiaires. On a vu des gens qui utilisaient plein de leviers, d'autres qui faisaient qu'un levier, etc. Le premier sujet pour nous,
c'est vraiment de se dire, on a vu plein de trucs, mais on repart de zéro. Et soyons prêts à tout tester. Et du coup, déjà, on a essayé de lister tous les leviers qu'on pouvait avoir. Le premier sujet, c'était de dire, on a 1 an et demi de préparation pour accueillir le premier épargnant. La barrière à l'entrée, elle est quand même monstrueuse. Et du coup, on pouvait quand même rien faire du tout. On pouvait, même s'il y a des gens qui disent, attends, mais en fait, j'ai envie d'investir chez toi, etc. Tu peux pas, on se retrouve dans 1 an et demi, frérot. Et là, franchement, on était dégoûtés. Du coup, on a fait une liste d'attente où les gens pouvaient s'inscrire. Et on a eu quelques inscrits, mais on n'avait même pas le droit, vis-à-vis de l'autorité des marchés financiers, de faire la moindre publicité dessus. Donc, on a juste posé une liste sur une landing page. Et c'était une page avec un champ, être tenu au courant et c'est tout. Du coup, quand on a ouvert, on a activé cette liste-là, on a activé notre réseau, on a activé notre famille, nos amis, etc. Et tiens-toi bien, on a eu 53 épargnants. Et ces 53 épargnants, ils nous ont permis de tester tous les parcours, tout le back-office, etc. Et en fait, c'est quand même une grosse machine. Tu prépares une grosse machine potentiellement. Et du coup, on était hyper important de faire les choses hyper calmement. On essayait, tu vois, moi, je me suis déplacé, tu vois, je suis allé chez des gens pour être derrière leur écran. Il y en a d'autres où ils arrivaient à partager leur écran, etc. Et du coup, moi, je suis allé chez les épargnants, chez les prospects, juste pour voir comment ils interagissaient avec les outils qu'on avait et s'assurer que les choses soient fluides. Moi, c'était hors de question de commencer à mettre de l'argent dans la machine si on n'avait pas tous les attributs pour les accueillir. Tu vois, si tu n'as pas un site qui convertit, si tu n'as pas une information qui est claire, et si tu n'es pas convaincant, en fait, ça ne sert à rien d'avoir des énormes budgets pub. Du coup, nous, on s'est dit, Louis, Gauthier, Olivier, Charles, avec leur petit SCPI qui a 0 track record et qui a 2 bâtiments, en fait, tu es bien gentil, mais tu peux mettre des millions, il n'y a personne qui viendra. Et du coup, le premier sujet pour nous, c'était vraiment un sujet de pédagogie. Donc, on a fait des podcasts. C'était un sujet de pédagogie pour expliquer notre modèle de frais. Aujourd'hui, l'approche qu'on a eue, elle est assez différente. C'est un marché où il y a 10% de frais d'entrée, c'est 3 ans de rendement. Nous, on est à 0 et en échange, on a mis des frais de gestion plus élevés. On pense que c'est mieux parce que tu es plus aligné et que nous, on est motivé à bosser pour nos épargnants, pas juste à collecter. Mais ça change pas mal de choses. Et du coup, on a parlé à beaucoup de journalistes et on a bien ramé quand même pour les contacter, pour les intéresser. Mais ça a été hyper important au début. Et on a eu notamment un papier dans Les Échos, une double page, en gros qui nous traitait de fous d'arriver dans un endroit où il n'y avait que des mastodontes, en disant Amundi, BNP Paribas et j'en passe, et Iroko, qu'est-ce que vous foutez là Et effectivement, je ne sais pas ce qu'on foutait là. Mais en attendant, ça nous a énormément aidé et c'est con, mais quand tu te lances, tu as raison, il y a un sujet d'être convaincant. Et quand tu as Les Échos qui te présentent, en fait, l'introduction, elle est faite. Et des journaux comme ça, on se rend pas compte. Ça, vous avez cherché à le faire ou ça a été un peu par opportunité on a cherché à le faire, pas spécifiquement Les Échos, c'est-à-dire des journaux nationaux qui s'adressent à des cibles CSP+. Regardons si on peut faire quelque chose. Et c'est d'une violence absolue. Tu vois, moi j'étais sur notre CRM, on utilise HubSpot et on voyait des contacts qui s'enregistraient toutes les 8 minutes, on avait un contact en moyenne pendant 3 jours et demi. Tu vois. Donc là, ça accroche-toi bien, c'est lancé, c'est hyper excitant. Mais ça retombe aussi assez vite. Du coup, on a continué sur cette partie presse. Et petit à petit, on a essayé de construire les attributs dont on avait besoin pour être convaincant. Du coup, on a posé sur la table un espèce de contrat. On se dit, le jour où on a plus de 10 actifs, où on a plus de 100 épargnants, où on a plus de 30 avis clients et où on a plus d'1 an de performance, du track record, là on sera convaincant. Et on a tout fait entre guillemets un peu à la mano, sans dépenser beaucoup d'argent, mais juste en testant plein de choses, en attendant d'avoir ces attributs-là qui soient tous cochés. Et le jour où on a considéré qu'on était prêt, là on a fait une campagne un peu plus lourde, à la fois dans la presse, avec des publics communiqués, à la fois sur tous les leviers d'acquisition digitaux qu'on connaît, et sur quelques podcasts spécialisés dans les finances personnelles, et notamment La Martingale de Mathieu Stéphanie, entendu, qui a un super levier d'acquisition, ou en tout cas d'information, parce que ce n'est pas forcément des gens qui vont passer à l'acte, mais en termes de notoriété, c'est hyper intéressant. Après, c'est ciblé assez jeune.
Et du coup, on a vraiment essayé de couvrir notre cible. Nous, on a une cible un peu particulière, c'est que en fait, c'est n'importe qui a de l'argent. Donc à la fin, c'est-à-dire qu'on se dit, on peut avoir des institutionnels, et tu vois, on a quelques gros institutionnels qui ont investi dans Hirokozen, et c'est des tickets qui sont hyper importants, mais ceux-là, clairement, il n'y a pas de stratégie, c'est un peu de réseau, et c'est eux qui te contactent, et si ton téléphone sonne, tu es très content, et sinon, il n'y a rien à faire. Après, tu as tous les conseillers en gestion de patrimoine pour être référencés chez eux, et ça, c'est un travail qui est long. Tu as affaire à des professionnels, donc pour eux c'est important que tu aies du track, etc. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine, mais l'idée c'était d'anticiper au maximum ce qu'on pouvait faire. Et après, sur la partie plus générale, nous l'enjeu était vraiment de se faire connaître. Et du coup, on a fait feu de tout bois. Tu vois, j'étais invité à un moment sur Radio Classique. Réveil 4h45. Gros stress. La petite radio, on m'a poussé dans une salle radio, j'étais en panique. Mais c'est des leviers qui sont géniaux. En 5 heures, on a eu des gens qui nous auraient jamais connus, qui ont souscrit, qui sont venus, qui ont posé des questions, ou à la limite même qui n'ont pas souscrit, mais qui se sont renseignés, et on verra plus tard s'ils le font ou pas. Mais du coup, la clé pour nous, c'était vraiment d'avoir d'autres personnes qui parlent de nous comme une solution de qualité, et d'être dans la presse spécialisée un concurrent parmi les autres. C'est un marché qui existe, c'est un marché qui est énorme. On était le 200e. Faut tirer son épingle du jeu, mais déjà juste être considéré comme les autres, pour nous, c'était une victoire. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a des leviers, par exemple la presse, qui sont là où vous avez effectivement, on voit qu'il y a eu beaucoup d'interactions, d'engagement sur cette opération, mais ce n'est pas le cas de toutes les industries. En fait, je dirais qu'il y a parfois sur la presse, moi par exemple, quand on parle de marketing, à part sur de la presse ultra spécialisée marketing, c'est un sujet chiant, c'est un sujet que les gens n'ont pas envie ils n'ont pas envie d'en parler, forcément de lire ça. Par contre, il y a des sujets, typiquement la finance, qui peuvent venir être hyper engageants. Donc, comme tu me mentionnes, je pense que tester ces leviers-là, c'est hyper important. Et c'était pour ça, tu vois, au début, nous, notre réflexe, c'est de faire de l'AdWords, tu vois. C'est ce qu'on sait faire. On avait tout préparé, on avait analysé les belle campagne. On avait tout préconstruit, tu vois. On s'était dit, non, il y a un truc qu'on sait faire. On analyse tout, on faisait toutes nos campagnes, toutes les stratégies de remarketing, on avait tout construit. On n'a pas utilisé une miette de ce qu'on a fait. Et en fait, on l'a fait vraiment petit à petit, parce que en fait, dès qu'on a structuré la presse, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on achète notre marque. Après, ça a toujours été une de nos convictions, que les marques devaient acheter leur propre nom de marque sur AdWords. Amazon le fait, ils ne le font pas par plaisir, vu qu'ils donnent de l'argent à Google, et que j'imagine que ce n'est pas leur tasse de thé. Et du coup, c'est vraiment trop dommage de laisser des prospects que tu as convaincus, qui tapent Iroko, et de ne pas les avoir. Et du coup, le premier sujet pour nous, c'était notre quality score, Iroko, acheter la marque Iroko. Et c'est toujours quelqu'un qui tape Iroko et une expérience soit hyper fluide. Mettre un avis client, et que nous, on travaille bien en immobilier derrière. Après, c'est quand même un métier de patience, parce que tu es quand même sur des temps longs. Tu as besoin de prouver sur du long terme que l'épargne qu'on t'a confiée, tu en prends soin. Et du coup, la stratégie aussi, elle a toujours été d'être hyper patient. Hyper patient avec, tu vois, juste l'ambition de lancer un cercle vertueux pour se dire, quand un épargnant vient, on le bichonne, il est content parce qu'il a de la perf et de la transparence financière sur qu'est-ce qu'on fait avec son argent. Et que du coup, potentiellement, il ressouscrit, il parraine et il parle de nous. Et en fait, notre premier levier d'acquisition aujourd'hui, c'est ça. C'est le bouche à oreille et le parrainage, et c'est extrêmement loin devant les autres. Tu vois, on a des taux de ressouscription qui sont assez hallucinants. Tu vois, un épargnant aujourd'hui, il a à peu près 7 mois d'âge et il a 1,4 souscriptions. Donc en tout cas, c'est beaucoup plus élevé que ce à quoi on s'attendait. Après, en discutant avec des professionnels de l'épargne, on se rend compte qu'il y a quasiment 50% de la collecte d'une année qui est faite par les épargnants qui étaient là les années précédentes. Donc c'est colossal, c'est une boule de neige. Et du coup, le premier sujet, c'est vraiment de structurer ça. Et après, d'acquérir des clients, c'est bien, mais moi, j'ai toujours été, même en tant que client, toujours choqué
par les offres de bienvenue des nouveaux clients. Et pas des Moi, j'étais le anciens. premier Fennec à envoyer un message et dire alors, vous êtes en train d'offrir ça aux nouveaux, moi, j'ai rien du tout. Est-ce que je sors et je reviens ou est-ce que vous me le faites? Et en fait, ça, je trouve que c'est vraiment important quand tu es là pour engager des gens sur le long terme, de vraiment savoir qui est ta cible. En fait, nous, la première cible, c'est pas une cible, c'est juste de bichonner ceux qui viennent. Et si tu fais ça très bien, en fait, ça suffit déjà pour ta croissance. Et après, on s'est dit qu'on avait un bon produit. En tout cas, on en est convaincu et que le marché, le taux de pénétration qu'on a dans le marché, il est pathétique. Tu vois, cette année, on va collecter à peu près 150 millions d'euros sur 10 milliards. On a la meilleure performance du marché et le moins de frais. Du coup, c'est vraiment pas grand-chose, quoi. Et du coup, le sujet pour nous, il était de dire, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour accélérer un petit peu? Et tu vois, notre premier réflexe, ça a quand même été de faire un peu de notoriété. Et on a fait une campagne dans le métro. Du coup, moi, c'est la première fois que je faisais ça et c'était hyper intéressant d'apprendre ça. Mais c'était, tu vois, c'est quand même beaucoup plus en investissement, vachement moins héroïste, mais hyper important pour nous, en fait, assez tôt, de travailler le haut de funnel et de faire de la notoriété pour ensuite le retravailler. Vu que vous êtes sur des temps longs en plus, vous avez cette logique de crédibilité, de convaincre sur du temps long, sur des perfs que vous avez annuellement. Finalement, c'est ça aussi, c'est que vous avez la perf annuelle et ça rassure aussi d'autres. Ça rassure, année après année, on rassure. Tu vois, il y a des gens qui s'étaient inscrits et qui n'ont pas souscrit. Et en fait, un an plus tard, ils le font. Donc, on est vraiment sur du temps long. Après, tu vois, typiquement, la performance, ça ne peut pas être un argument publicitaire. Tu vois, on a fait une campagne métro. Pour valider la campagne métro auprès de l'AMF, c'est très réglementé. C'est hyper réglementé. C'est une énergie. Tu vois, j'ai quelques petits cheveux blancs. Ils viennent uniquement de là. C'est des mois et des semaines de négociations. C'est des retours longs, pas forcément cohérents, pas forcément aussi dans la ligne de ce qui est écrit. Et du coup, c'est assez compliqué de faire de la pub alors que tu peux rien dire, quoi. Du coup, nous, tu vois, on est parti sur un univers, sur les illustrations, sur plein de choses en disant il faut qu'on arrive à signifier autre chose que du classique épargne, fond noir, homme, beau gosse, barbe blanche, regard vers l'avenir. Et ça, c'était pas évident, mais en fait, on s'est vachement entouré. Tu vois, on a une équipe interne qui est hyper light. Il y a une personne au marketing. Et tu vois, on a quand même 4000 épargnants qui sont venus et des centaines de partenaires. Et du coup, on s'est surtout entouré. Et on n'en a pas trop parlé, mais l'équipe, vous avez une super équipe tech en fait. Vous avez un produit qui est, un parcours qui est ultra digitalisé en fait. C'est aussi, je pense, une de vos grosses forces. Est-ce que tu penses que ça vous a aidé finalement indirectement dans l'acquisition de votre clientèle? Parce que moi, typiquement, je vois un produit comme Iroko. J'ai l'habitude d'app mobile, j'ai l'habitude de se souscrire en ligne. Je vois les perfs en ligne, ça me parle, j'aime bien les dashboards, etc. Est-ce que tu penses qu'indirectement, ça aussi, ça vous permet, en tout cas sur une certaine catégorie de clientèle, d'être beaucoup plus… clairement. Tu vois, les premiers prospects qu'on a eu un peu facilement, c'était des gens de la tech. Parce que c'était naturel et que c'était des gens qui pouvaient comprendre qu'il y avait eu une disruption et qu'en fait, ça pouvait valoir le coup. Après… nous, c'est vraiment un outil au service, quasiment un service interne. En fait, notre position, elle est super simple, c'est on est distributeur et producteur d'un produit d'épargne. On a du coup toute la verticale, on est dépendant de personne, on a nos propres agréments et du coup, on prend 100% de la valeur. On a pu en rendre une partie aux épargnants en enlevant les 10% de frais d'entrée, mais en échange, on s'est aussi mis une énorme pression en disant, en échange, vous n'avez pas le choix que d'être… optimisé sur votre back-office. C'est un métier qui s'appelle quand même de base la pierre papier. Le papier, il y en a partout. La réglementation, la lutte contre le blanchiment, les KYC que tu dois faire, etc., c'est quand même assez lourd. Notre parcours, il est lourd. On doit récupérer des pièces justificatives, on doit analyser pas mal de choses, on doit vérifier que chaque épargnant est l'épargnant qu'il prétend être, que l'argent qu'il souscrit ne vient pas d'un blanchiment d'argent, que tu n'es pas inscrit sur des listes de sanctions internationales, etc. Il y a plein de choses à faire. Du coup, si tu ne fais pas ça de manière automatisée, clairement, tu perds beaucoup de temps. Tu perds beaucoup de temps. Mais surtout, imagine ce qui se passe. C'est-à-dire que ton épargnant, il est là pour en moyenne 23 ans. Tous les ans, tu dois faire tes diligences. La réglementation, elle évolue aussi tous les ans. Et juste maintenir une boîte qui est alignée avec la réglementation,
ça va impliquer en fait d'avoir potentiellement des dizaines de bonhommes qui dédiés vont à checker ça. des pièces, etc. Et nous, c'était l'opportunité, en créant une boîte en 2020, de se dire, en fait, on est fou, on a vu les solutions de marché, on démarre de zéro, on crée notre back-office, il est en API avec la banque, on envoie des dividendes mensuels, c'est en API avec la banque, c'est un clic, et tout est fait, l'épargnant reçoit son virement, il reçoit son mail. Et en fait, l'idée, c'est de dire, faisons tout ça hyper simplement. Et comme ça, si demain la réglementation évolue, si demain on a le succès qu'on attend, où on n'a pas 100, 200, 300 épargnants par mois, mais plutôt vous tournez les quelques boutons milliers, et vous on tourne adaptez. les boutons et ça rentre. Ouais. Exactement. Et c'est grâce à ça qu'on est rentable cette année. C'est qu'on est passé de 1000 à 5000 épargnants, de 30 millions d'euros d'acquisition immobilière à 200 millions. Et ça, c'est vraiment une partie qui est scalable. Et après, on s'est mis un peu de pression. Maintenant, grâce à Euraseo à nos côtés et à l'argent qu'ils ont investi à nos côtés dans Iroko, on a pu construire ça. Mais c'est quand même un gros pari parce que, en fait, quand tu gères 50 épargnants, tu n'en as vraiment pas besoin, mais tu le dépenses. Donc, les premières années… Le produit tech, c'est toujours… tu ne sais pas exactement comment tu vas t'en sortir à la fin. Tu espères que ça va ajouter de la valeur, mais… Exactement. Du coup, pour moi, c'était un énorme soulagement de voir qu'on avait l'attraction qu'on espérait et que du coup, on pouvait construire une boîte qui était saine. Après, il y a toujours… la tech, c'est quand même un sujet où quand tu commences à mettre la main, on essaie de te prendre le bras. Entre la maintenance, la construction et tout le potentiel que tu vois, tu as envie d'aller plus loin. Et du coup, nous, là, notre défi, c'est vraiment de trouver cet équilibre-là entre nos équilibres financiers, notre capacité aussi à gérer des people. Tu vois, on est passé à peu près de 20 à 45 personnes cette année. Alors, c'est pas beaucoup à l'échelle de plein de boîtes. Moi, je trouve que c'est énorme. Et c'est hyper important pour nous de faire les choses calmement et d'être hyper précis sur où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire, pour aussi trancher et pas faire plein de choses et refuser du business, refuser des choses pour aller vraiment à l'essentiel, Mais tu as mentionné un point hyper intéressant, c'est le fait d'avoir intégré tout ça en fait, à la fois la partie tech mais aussi la partie achat, à l'image, je prends souvent l'image d'un e-commerçant qui revendrait des produits par rapport à celui qui les crée. Au final, c'est la même chose également de votre côté, au niveau de plein de business. Et c'est aussi comme ça où vous réussissez à créer en fait une activité solide et sur laquelle vous pouvez réinvestir et proposer aussi ces performances. Mais tu vois, on revient à ce qu'on s'était dit nous au début en disant mais qu'est-ce qui fera qu'on est serein? En fait, on s'est dit si on fait que de la distribution et pas de la gestion, en fait, tu peux faire une boîte qui n'est pas rentable. Et du coup, c'est-à-dire qu'il y a des épargnants qui t'ont confié leur argent, mais toi, tu n'es pas solide. Et du coup, potentiellement, tu peux avoir un accident. Et du coup, pour nous, être une société de gestion, tu vois, typiquement, tous les trimestres, on a un contrôle de nos fonds propres réglementaires pour s'assurer qu'on a une proportion de nos fonds, de notre besoin en fonds de roulement, en permanence, en cash, etc. Notre solidité, elle est vérifiée. Et ça, en soi, ça protège un épargnant. Et pour moi, c'était hyper important de dire, attends, tampon de l'AMF, fonds propres, boîte rentable, prend toute la valeur. Aucun sujet, quoi. Aucun sujet. C'est chiant, c'est long. On y a passé 1 an et demi avant d'avoir le premier épargnant. Tu vois, on a commencé en 2019 et on a eu notre premier épargnant en novembre 2020. Autant dire que quand ma famille me demandait « mais tu fais quoi Gauthier ?» Je disais « attends, je travaille sur un truc. » Attends, je suis sur une start-up là. Attends, ça fait longtemps que tu bosses, Coco, ça fait plus d'1 an que tu m'en parles et tu sors un truc quand mais à la fin, ça vaut le coup. Ouais, c'est solide. Et juste peut-être un dernier point sur la strat B2B. Parce que vous avez effectivement un modèle, vous avez beaucoup de revendeurs indépendants, entre guillemets. C'est des CGP, c'est ça? C'est exactement ça. Ça, vous êtes tombé dedans. Ça a été voulu, ça a été. C'est toi directement qui s'est dit, ok, c'est un axe de distribution fort. Clairement. Aujourd'hui, 99% du marché est intermédiaire. Et c'était hors de question de monter une société avec de l'ambition, mais que sur 1% du marché. Nous, on est ravis de bosser avec des conseillers en gestion de patrimoine, d'être distribués par des conseillers en gestion de patrimoine. C'est quand même hyper rassurant de te dire que tu as des professionnels dans l'épargne qui te référencent et qui considèrent que tu as un bon produit d'épargne. C'est aussi des gens qui adressent des cibles que tu ne pourrais jamais toucher. Tu vois, un exemple typique, on a des sportifs de haut niveau qui sont épargnants chez Iroko. Jamais, avec une pub AdWords, tu peux toucher ce genre de cas. Donc, c'est hyper complémentaire de ce qu'on peut faire. Et on allait en aucun cas exclure des gens qui ont besoin d'avoir un architecte de leur patrimoine pour structurer ou pour les rassurer, pour les guider, pour les accompagner.
Donc depuis le début, c'était intégré. On a même construit Iroko en prenant en compte leur feedback sur les produits existants, sur les modèles de rémunération existants et sur la bonne manière de bosser ensemble. Et du coup, quand on a créé Iroko, on l'a construit aussi avec eux et ça nous a énormément aidé sur le positionnement, sur le prix, sur la façon dont on les rémunérait aussi et sur le modèle général. Donc c'était hyper important de le faire avec eux. Aujourd'hui, on a à peu près 300 conseillers en gestion de patrimoine qui nous distribuent. Et pour nous, franchement, c'est génial. Franchement, c'est génial et on en est hyper fiers. Après, c'est aussi un milieu où tu fais pas beaucoup d'acquisitions. C'est-à-dire que est-ce qu'on a des stratégies pour cibler des conseillers en gestion de patrimoine et faire en sorte qu'ils connaissent Iroko? En fait, dans la masse, ça arrive, mais c'est un autre métier. C'est un autre métier et on a quelqu'un qui est en charge des partenariats et du développement. Et on a recruté quelqu'un qui a énormément de talent et qui a fait énormément de bien à Iroko sur cette partie-là. Et là, c'est vraiment un sujet d'hommes et de produits. Et du coup, on s'assurait d'avoir les bons hommes et le bon produit. Et ça s'est fait tout seul. Okay. Bah, hyper intéressant. Merci beaucoup Gauthier pour ce chemin. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. Merci J'invite tout le monde à aller regarder Iroko, à épargner avec vous parce que ce que vous faites sur l'immobilier, c'est assez bluffant. Ce que vous choisissez, les perfs que vous avez. Donc, j'ai aucun doute sur le fait que vous allez continuer comme ça. Donc, merci beaucoup et puis à très bientôt. Merci Étienne. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à suivre, à partager, à nous faire vos retours. Et on se retrouve sur le prochain épisode.